Vous êtes, Jean-Marc Daniel, un économiste original, car vous parlez simplement de problèmes complexes, d'où votre succès, d'autant que vous n'êtes jamais langue de bois, et qu'en plus vous osez être drôle, tout en restant sérieux. Il faut dire que vous n'êtes pas passé par l'université, qui souvent impose un certain conformisme intellectuel, privilégiant l'État comme la seule solution à tout. Non, vous êtes d'abord ingénieur, ancien élève de l'école polytechnique, vous êtes également diplômé de l'École nationale de la statistique, mais aussi de Sciences Po Paris. Une formation métissée, donc, comme votre parcours. D'abord administrateur de l'INSEE, avant de participer à différents cabinets ministériels, affaires étrangères, mais aussi culture. D'ailleurs, on l'observe dans vos nombreuses citations et vos amours de l'étymologie. École des mines, ENSAE, Université Paradis, vous avez jamais cessé d'enseigner et vous enseignez toujours aujourd'hui à l'École supérieure de commerce de Paris, alors que vous venez d'être élu à la tête d'une prestigieuse institution, la Société d'économie politique. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous êtes aussi l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont les titres suffisent à résumer vos convictions. Combattre les rentes, 40 ans de mensonges économiques, 60 ans de matraquage fiscal et bien sûr l'argent magique. Inutile de dire que vous êtes aussi un journaliste, j'allais oublier, directeur de la revue Sociétale, éditorialiste aux Échos, après avoir collaboré au Monde et chroniqueur sur BFM Business. Donc, inutile de dire que vous êtes un libéral, libéral classique, comme vous le précisez vous-même. On peut ajouter que vous êtes une sorte de gourou dans les milieux économiques, notamment chez les chefs d'entreprise. L'homme idéal donc pour vous parler de la dette. Mais alors attention à ce que vous allez dire, car des chefs d'entreprise, il y en a pas mal ici, et ils vont vous écouter avec attention. La première question que je vais vous poser, c'est de nous évaluer un peu cette dette à travers les grands indicateurs qu'on connaît tous ici, mais qu'il est bon de rappeler, que ce soit la dette elle-même, que le budget ou la balance commerciale, etc. Et ce qui me frappe dans les histoires de dette, d'abord, quand vous regardez le commentaire de l'actualité, les journalistes assez souvent confondent la dette et le déficit. C'est-à-dire, on vous parle, et donc la dette, c'est le cumul des déficits. Pour ceux qui ont fait des mathématiques, la dette, c'est l'intégrale du déficit. C'est la somme des déficits rapportés au temps. Vous parlez de déficit budgétaire. Du déficit budgétaire. Je parle de la dette publique. Ensuite, dans la qualificative des dettes, on vous parle de dette souveraine, de dette publique, de dette de l'État. Alors la dette souveraine, ça n'existe pas. C'est un anglicisme. En anglais, ça se dit sovereign debt. Mais souverain, ça ne veut pas dire ça. Et donc, c'est la propension naturelle des économistes et des gens qui commentent l'économie à faire semblant de parler anglais parce que ça fait savant. Donc, si vous lisez maintenant un journal économique un peu basique, il n'y a plus de preuves, il y a des évidences, il n'y a plus de problèmes intérieurs, il y a des problèmes domestiques, il y a des dettes souveraines. Alors tout ça, c'est des barbarismes parce que c'est des anglicismes. Et donc, il y a une dette publique et une dette de l'État. Et donc, sachant que la différence entre les deux, c'est la dette des entités publiques qui ne sont pas l'État. En fait, il y en a deux grandes. Il y a les collectivités locales, dont la dette n'est pas très importante parce qu'il y a des règles d'obligation d'équilibre des comptes qui ont été édictées par la Troisième République. Et puis la dette de la sécurité sociale, qui donc est dans une caisse qui s'appelle la CADES. La CADES, en ce moment, en compte 140 milliards et la dette de la sécurité sociale est plus importante parce qu'il y en a une partie qui est en découvert auprès de la Caisse des dépôts. Mais le principal acteur qui est porteur de la dette, c'est l'État, et c'est normal. Une fonction de l'État, c'est de lisser le cycle économique, de répondre aux problèmes de la conjoncture économique. Et donc, quand ça va mal, il est normal d'avoir un peu de déficit. Quand ça va bien, on fait des excédents pour compenser la période où il y a fait des déficits. L'État est là pour faire du déficit quand ça va mal et, au contraire, faire des excédents quand ça va bien. Et alors, la situation de l'État, c'est que l'État
à 2400 milliards de dettes, qui est de dette, je dirais, de dette placée, pour une dette totale qui est de 3100 milliards d'euros. Alors 3100 milliards d'euros, c'est... alors on rapporte ça à la production, donc au PIB, donc ça fait un peu plus de 110% du PIB. Cette dette, elle a commencé à s'accroître régulièrement depuis 1975, le premier budget en déficit de la période que nous vivons, parce qu'il y a eu des périodes où le budget était en excédent. Avant 1975, et les finances publiques, globalement, étaient équilibrées avant 1981. En 1981, la sécurité sociale était en excédent. Pourquoi la sécurité sociale était en excédent? Parce que Raymond Barre avait augmenté les cotisations de sécurité sociale pour la retraite, de façon à dégager des excédents à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour amorcer d'abord un régime par capitalisation, et pour préparer le choc démographique qui était le passage à la retraite des baby-boomers. Donc la gauche est arrivée avec un excédent de la sécurité sociale, ce qui fait qu'on est passé à la retraite à 60 ans en disant que ça ne coûte rien puisqu'il y a des excédents. Ça a été une des décisions les plus calamiteuses, et pourtant Dieu sait s'il y en a eu, de 1981. Alors en particulier, il y a tout un tas de discours qui est, à mon avis, totalement absurde sur les retraites. On n'aurait pas provisionné les retraites des fonctionnaires, mais on n'a provisionné aucune retraite de personne. Ce que les gens ne mesurent pas, c'est qu'il y a totale équivalence économique entre un système de répartition et un système de capitalisation. C'est-à-dire qu'un système de répartition, ça consiste à prendre de l'argent aux entreprises en leur disant c'est des cotisations sociales, et un système de capitalisation, ça consiste à prendre de l'argent aux entreprises en leur disant c'est des dividendes. Dans les deux cas, on prend de l'argent aux entreprises, c'est-à-dire que dans les deux cas, on ponctionne une partie du travail pour en donner le profit, le produit, à des gens qui sont des oisifs, qui sont les retraités. Donc sur le plan économique, il n'y a pas de différence? Non, il n'y a pas de différence. Alors il y a une seule différence, c'est que c'est les gens sur qui vous ponctionnez. Dans un système par répartition, ce sont vos nationaux. Dans un système par capitalisation, normalement, si vous vous débrouillez bien, votre système a placé de l'argent à l'étranger et ce ne sont pas les entreprises nationales, ce sont les entreprises mondiales. Le cas le plus typique, c'est le Japon. Au Japon, ce ne sont plus les Japonais qui paient la retraite des Japonais parce qu'il n'y a plus de Japonais. Le Japon, c'est une unité de soins palliatifs. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paie le fonctionnement de cette unité de soins palliatifs. Et donc, le système de capitalisation a permis ça. Mais fondamentalement, c'est toujours la même chose. On ponctionne quelque chose sur du travail pour le donner à des gens qui ne travaillent pas. En capitalisation, une partie des gens sur qui on ponctionne sont des étrangers. En répartition, ce sont vos nationaux. Dernier chiffre sur le déficit. Donc la dette, c'est 3100 milliards. Sur le déficit de l'État est aux alentours de 170 milliards en ce moment. Et on a du mal à le canaliser, à le réduire. Les 170 milliards ont été atteints en 2020, qui était l'année de la Covid. Et puis depuis, on reste à 170 milliards malgré la reprise. La dette n'est-elle pas une dette éternelle, au sens où on ne rembourse pas le capital, mais on ne paye que les intérêts? Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Ah oui, tout à fait. Expliquer ce système qui est quand même assez étrange. Tout à fait. La dette, alors si vous regardez, on ne rembourse pas. Le terme de remboursement est un terme impropre. Et donc, dans les budgets tels qu'ils sont votés, les budgets, il y a un poste qui s'appelle dette publique et qui sert uniquement à payer les intérêts. Et donc, donc là, en ce moment, il est à 50 milliards d'euros. Et ces 50 milliards d'euros, en plus, en réalité, ça ne coûte à l'État que 28 milliards. Pourquoi 28 milliards? Parce que dans ces 50 milliards, il y en a 22 milliards, compte tenu de la structure de la dette. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais il y en a 22 milliards qui vont à la Banque de France, puisqu'elle détient une partie de la dette. Quel est le propriétaire de la Banque de France? L'État. Juste pour finir sur les rentes perpétuelles, vous avez une autre technique qui est une technique qu'on appelle les coupons zéro. Coupon zéro, ça consiste à dire au prêteur, vous m'apportez 100, et puis pendant 10 ans, je ne vous donne rien, et au moment où, au bout de 10 ans, je vous donne 120. Je vous rembourse, là je rembourse, donc 120. Au bout de 10 ans, quand il y a les 120 qui sont remboursés, vous allez voir le prêteur et vous lui dites, on se retrouve dans 10 ans, et je vous donne 140. Le pays dont l'État est le plus endetté, c'est de nouveau le Japon, dont le poids de la dette, c'est 250% du PIB.
Quand vous regardez les dépenses qu'il y a dans le budget de l'État japonais pour la dette, cette année, c'était l'équivalent de 5 milliards d'euros sur un pays qui a 2 fois plus d'habitants que nous, qui est le 3e ou 4e PIB de la planète et qui a donc 250% de dette. Pourquoi ça ne coûte rien? Parce que vous en avez un peu plus de 50% qui est entre les mains de la Banque centrale, donc ça ne coûte rien. Vous en avez 20% qui est entre les mains des compagnies d'assurance sous forme de coupon zéro, donc ça ne coûte rien. Et le reste est entre les mains de quelques fonds, notamment des fonds indonésiens ou des fonds, et à des taux d'intérêt qui sont entre 0 et 0,25. Donc ils se débrouillent bien, les vieux, là. Ah ben ils se débrouillent très bien. Ils se débrouillent très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça nous? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça nous? Parce que le véritable problème, quand on a... D'abord parce qu'on a une banque centrale qui est partagée. Il y a aussi un aspect politique, c'est comment est-ce que les gens qui partagent la banque centrale interprètent ce que nous faisons de notre dette. Grosso modo, si vous prenez les déclarations de Mark Rutte, qui n'est plus d'ailleurs Premier ministre néerlandais, qui a perdu les dernières élections, mais Mark Rutte, qui était le leader des pays frugaux, disait bien qu'il y avait eu mal donne au niveau européen, c'est-à-dire on avait créé une institution dont l'objet était de faire payer la paresse des Français par le travail des Allemands et des Néerlandais. Madame Merkel a rencontré Sarkozy sur les problèmes de la Grèce, et donc en 2010, Madame Merkel a dit à Sarkozy, alors j'y étais pas, hein, bon, c'est peut-être une histoire apocryphe, mais elle lui aurait dit, écoutez, mais tous ces pays du Sud, ils ne travaillent pas, enfin c'est aberrant. Les Français, ils pourraient travailler, ne serait-ce que par curiosité. Et la deuxième chose, c'est que si vous faites financer ça par la Banque centrale, c'est-à-dire par la création de monnaie, vous injectez du pouvoir d'achat sans qu'il y ait du travail en face. La valeur, oui. De la valeur en face. Et donc la conséquence, c'est que ça fait soit de l'inflation, mais maintenant ça ne fait plus d'inflation, mais ça fait du déficit extérieur, c'est-à-dire vous augmentez vos importations. Et donc pour répondre à un aspect de votre question, on parle en économie de twin deficits. Donc en anglais ça veut dire déficit jumeau. C'est-à-dire que assez souvent quand vous avez un déficit budgétaire très important, vous avez une espèce de mécanisme, vous faites du déficit budgétaire. Si vous le faites financer par votre banque centrale, il n'y a aucune ponction sur le secteur privé. Si vous le faites financer par les épargnants, vous retirez une partie du pouvoir d'achat des épargnants pour le donner à l'État. Mais si vous le faites financer par la Banque centrale, vous créez ex nihilo du pouvoir d'achat. Donc la conséquence, c'est que vous avez ce déficit budgétaire devient du pouvoir d'achat sans qu'il y ait création de richesse. Sauf que pour que vous créiez de la richesse, il faut que vous ayez un appareil productif qui soit capable de répondre. Le bilan qu'on constate depuis un siècle, c'est que l'appareil productif répond quand il répond par de l'inflation, et sinon, l'appareil productif qui va répondre, c'est l'étranger. C'est d'ailleurs ce que disent les Américains. Quand vous regardez le pays qui a le plus gros déficit budgétaire, hein, c'est 2000 milliards de dollars le déficit budgétaire américain. C'est pas la dette, c'est le déficit. La dette, c'est encore plus important. Ah ben la dette, oui. C'est oui. 35 000, c'est ça? Alors ça dépend là aussi comment on la compte, mais la dette au sens de Maastricht, Oui. aux États-Unis, c'est 23 000 milliards de dollars. D'accord. Et ça représente. Alors après, de l'État américain. Après, bon, globalement, les États-Unis, c'est 20% de la production mondiale et 40% de la dette publique mondiale. Bon. Et donc les Américains. On en parle rarement de ça, c'est drôle, non? Oui. Mais c'est une dette particulière, non? Alors, je reviendrai là-dessus, on en parlera tout là-dessus. Mais la conséquence de ça, les Américains disent, écoutez, effectivement, on crée de la dette, on met du pouvoir d'achat dans les mains des Américains, et il n'y a pas de travail en regard, parce qu'il y a le plein emploi, il n'y a pas une possibilité de réponse sous forme de travail, et en plus, il n'y a pas de capacité de l'appareil productif américain de répondre aux besoins des Américains. Donc, on fait des importations. Et les Américains disent, grâce à nous, il y a de la croissance mondiale. Si on n'était pas là, on est le consommateur en dernier ressort. On assure des débouchés à tout un tas de gens grâce à notre déficit. Alors nous aussi, on assure des débouchés à pas mal de gens grâce à notre déficit, parce que notre déficit budgétaire devient, parce qu'il est en partie financé par la Banque centrale, il devient effectivement du déficit extérieur. Nous avons un déficit extérieur depuis 2002 qui est lié à notre déficit budgétaire. Et on pourrait répondre par du travail, mais on refuse de travailler, comme dirait Mme Merkel. 100 milliards
Alors le déficit commercial il oscille entre 100 et 160 milliards, mais le déficit extérieur tient compte aussi du fait qu'on a quand même des entreprises qui ont exporté des capitaux et il y a des entreprises qui font travailler qui ont des usines à l'étranger, Oui. comme les Japonais. Et donc ces entreprises, le premier exportateur, c'est la BNP, de très loin. Et en termes de placement à l'extérieur, le premier qui rapporte, c'est Total. Total rapporte à l'économie française, par ses usines à l'étranger, 20 milliards par an. D'ailleurs, on lui en veut beaucoup pour ça. C'est des salopards, ils nous permettent de vivre sans travailler. Oh, ils nous humilient d'une certaine façon. Vous êtes un devin. Non, mais Je vais vous poser quand même une question. oui. Comment ça va se terminer tout ça? Alors, comme je sais que vous aimez beaucoup les citations latines, je vais vous en offrir une. Abyssum abyssus convocat. C'est-à-dire, Oui. je traduis pour ceux qui ne sont pas nés à Rome, l'abîme creuse l'abîme. Voilà. Alors, si vous voulez, sur la dette, d'abord, il y a une chose qui est une chose qu'il ne faut pas, c'est de considérer, de regarder dans le passé et de dire, on va faire banqueroute parce que dans le passé, on faisait banqueroute. Alors, la dernière fois qu'on a fait banqueroute, c'était en 1797. Au moment de la banqueroute, le directeur, c'était le directoire, le régime. Et le directeur qui était en charge de ça s'appelait Larrevelière Lépeau. Il est allé voir Barras, qui était un autre directeur qui était éliminé par Bonaparte. Et Barras lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais revenir à Angers. Alors l'autre, il dit, et ta maîtresse? Oh, ben, ma maîtresse, écoute. Je lui ai dit clairement que je ne l'aimais pas. Ah bon, et comment tu as fait? Je lui ai proposé de l'épouser. Et donc elle a compris que c'était manifestement la preuve que je ne l'aimais pas. Et alors ce même Larrevelière Lépeau, en 1797, il est chargé de superviser la destruction de la planche à billets. Et donc ça se passe au mois de février. Arrive une espèce d'orage phénoménal. Et ça éteint le feu sur la planche à billets. Et puis il se tourne vers le ministre des Finances, qui était Ramel de Nogaret, et lui dit, on n'arrivera jamais à se débarrasser de cette saloperie. Donc, la grande différence avec cette époque-là, c'est qu'à la fin des fins, que vous avez une limite physique qui est l'or. Et une garantie. Et une garantie. Et donc, vous faites banqueroute au moment où, effectivement, l'or n'arrive plus à rentrer. Ce que disait bien d'ailleurs Michel Chevalier, qui était un économiste du 19e siècle, il dit « L'État s'en sortira quand il deviendra alchimiste ». Et donc, l'État est devenu alchimiste. C'est-à-dire, il avait évacué l'or, et de l'or, il en fabrique de la monnaie. Notre dette, elle est en euros. Il n'y a aucune limite à la fabrication de l'euro. Le Japon, encore une fois, sa dette est en yens et la dette d'un pays est dans sa monnaie. Le seul véritable problème dans tout ça, ce n'est pas la dette en tant que telle, c'est encore une fois le déficit extérieur. Et donc, pourquoi ça, c'est un problème? Parce que si je reprends mon schéma, je donne de l'argent aux gens qui ne travaillent pas. Avec cet argent, puisqu'il n'y a pas de travail en regard, ils achètent des importations. Donc concrètement, ces importations, ça va donner des euros à un certain nombre de gens. Ces gens, ces euros, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh bien, ils vont nous réclamer des dollars. Bon. Nous, on n'en a pas. Puisque qui en a des dollars? Des dollars, ceux qui, au contraire, sont dans une position où, non pas ils importent beaucoup, mais ils exportent beaucoup. Et donc, on s'est associé aux gens qui ont des dollars. Donc, on s'est associé à Mme Merkel, aux Allemands, aux gens qui travaillent. Et donc le premier problème, c'est si le mec réclame des dollars, comme c'est l'Allemand qui les fournit, est-ce qu'il va s'agacer? Oui. Une fois de son agacement terminé, est-ce qu'il peut quelque chose contre nous? Non. Et il n'a même pas réussi à se débarrasser du grec. Alors vous imaginez, comment est-ce qu'il pourrait se débarrasser de nous? Alors la deuxième solution, c'est que le mec qui a ses euros, au lieu de réclamer des dollars, dit « je vais acheter des choses en France ». Mais puisque les Français ne travaillent pas, encore une fois je caricature, mais puisqu'il n'y a pas assez de choses à acheter issues du travail des Français, il achète le patrimoine des Français. Il achète non plus le travail présent, mais le travail passé. Parce qu'il y a eu une période où on a travaillé dans ce pays. Mais il y a un gros patrimoine en France. Énorme. Et alors il achète quoi? Il achète notre immobilier. L'avenue Montaigne, qui est l'avenue de Prestige, est propriété de fonds étrangers. Il n'y a plus que LVMH, il n'y a plus que Bernard Arnault, qui sur les fonds de commerce détient des choses avenue Montaigne.
Il achète la bourse. Nous sommes le pays au monde dont la bourse est la plus détenue par des fonds étrangers. Il achète la dette publique. Alors, quand il achète la dette publique, ça veut dire qu'une partie de nos impôts va payer des étrangers. Quand il achète nos entreprises à la bourse, non seulement une partie de notre travail paie les étrangers, mais il y a un moment où il décide. Il achète nos universités. Les gens ont découvert avec consternation que Sciences Po, institution au travers de la Fondation nationale des sciences politiques, était en partie détenue Par les Palestiniens. par le Qatar. Qatar. Oui, par le Qatar. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Bon, et donc, progressivement, le véritable enjeu, ça va être combien de temps on va avoir du patrimoine à vendre? Parce qu'une fois qu'on aura vendu l'avenue Montaigne, elle est vendue, elle est vendue. Hein. Bon, une fois qu'on aura vendu la bourse, elle est vendue. Une fois qu'on aura vendu les vignobles à Bordeaux, ils ont été vendus, ils ont été vendus. Et donc, une fois qu'on aura vendu tout ça, les équipes de foot, tout ça, bon, une fois qu'on aura vendu tout ça, et la deuxième question, c'est tous ces gens qui parlent de souveraineté. Moi, je suis frappé, justement, parce que non seulement on se vend, mais en plus, en criant victoire, Choose France. Ça consistait à dire, on va brader notre patrimoine, et alors, le jour où ça deviendra grave, c'est quand à Choose France, le mec qui arrivera à dire, écoutez, il n'y a plus rien à acheter, donc on va acheter Versailles, puisqu'on est à Versailles. Dans votre livre, vous racontez une anecdote assez drôle d'un roi de France qui, pour payer ses dettes, vend sa fille. Sa sœur. Sa sœur, oui, pardon. Sa sœur, oui, oui. Alors, dans le livre sur la dette, il y a deux exemples historiques assez célèbres. En revanche, c'est un pharaon qui vend sa fille. Ramsès II, d'ailleurs, qui est le pharaon de référence, se lance dans des travaux. Quand on arrive à Khéops, Khéops n'a plus les moyens de payer. Et donc, pour se procurer des recettes, il prostitue ses filles. Après, il y a Charles V qui pour payer la rançon de son père, Jean le Bon, il essaie d'emprunter, mais il arrive à un moment où les gens ne veulent plus prêter. Et donc, il faut qu'il liquide une partie du patrimoine public. Les États, pour se désendetter, peuvent vendre une partie de leur patrimoine. Et c'est les privatisations, donc on va privatiser, on devrait privatiser l'aéroport de Paris, il est dans la liste, c'est prévu. Et puis on vous dit, on gère bien l'immobilier, donc on va vendre une partie de notre immobilier. Je rappelle que l'année dernière, quand même, la vente de l'immobilier d'État a rapporté, au total, les opérations de vente ont rapporté 800 millions. Et alors, Charles V, effectivement, avait fait un état des lieux de ce qu'il pouvait vendre, et il a vendu sa sœur. Et il l'a vendu, Italien, c'est ça? oui, au Visconti, qui était duc de Milan, et quand on a envoyé le portrait de la sœur en question au Visconti, il a dit c'est peut-être même pas la peine qu'elle vienne. Le patrimoine national, j'ai vu un chiffre, je ne sais pas si c'est vrai, mais je voulais que vous le confirmiez ou pas, de 20 000 milliards d'euros. Il y a deux choses, il y a le patrimoine de l'État et le patrimoine du pays. Le patrimoine national, normalement, n'appartient pas à l'État. Simplement, effectivement, le patrimoine national, il est progressivement grignoté par les créanciers du pays. Et ces créanciers du pays émergent au fur et à mesure que l'État lui-même, par sa politique de déficit, génère du pouvoir d'achat qui va conduire à ce déficit extérieur. En revanche, le patrimoine de l'État, c'est un des grands arguments, c'est de dire que le patrimoine de l'État, il est aux alentours de 5 000 milliards, donc pour une dette de 3 100 milliards. En fait, quand on regarde bien, ça dépend comment on évalue ce patrimoine. Et il y a deux éléments dans l'évaluation. Il y a ce qui est vendable et ce qui n'est pas vendable. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à vendre Versailles? Est-ce qu'on est prêt à vendre la Joconde? Est-ce qu'on est prêt à vendre un certain nombre de choses? Qu'est-ce qui est vendable? Il y a les entreprises publiques qu'on peut vendre, donc Aéroport de Paris. L'immobilier, mais il n'y en a pas tellement. L'immobilier, ça fait 50 milliards d'euros à peu près d'immobilier public, donc il n'y en a pas énormément. Et dans les entreprises publiques, vous avez des entreprises publiques qui peuvent être vendables. On peut achever de vendre Renault, on peut achever de vendre... Mais s'il y a quelqu'un qui veut acheter la SNCF, il faudra peut-être, je crois qu'il faudra le payer. Si on regarde ce que nous détenons à l'étranger et ce que l'étranger détient chez nous, alors là, on est négatif. Et je fais assez souvent la distinction entre les pays détenteurs et les pays détenus. Alors quel est le pays le plus détenu à la surface de la planète? De très loin, ce sont les États-Unis. Parce que quand vous faites 2000 milliards de dollars de déficit budgétaire, vous faites des importations, vous dites que c'est bien pour la planète parce que ça permet aux gens d'avoir des débouchés, sauf que ces gens à qui vous offrez des débouchés, ils récupèrent des dollars, et puis après, avec ces dollars, ils achètent.
Donc ils prennent en otage le monde entier, quoi. Oui et non, parce que les gens qui détiennent ces dollars achètent aux États-Unis. Les Américains ont découvert que Harvard aussi appartenait au Qatar. Et quand vous regardez Nvidia, dont tout le monde parle avec émotion, vous regardez qui est actionnaire de Nvidia. Donc vous avez les fondateurs, vous avez... Et puis vous avez un fonds de retraite japonais. Vous avez une anecdote célèbre où Trump, à l'époque où il est président, il est sur Park Avenue, donc il sort de l'hôtel Astorg, et donc il voit passer 3 Audi. Et donc il dit, bon, enfin c'est incroyable, les Allemands, ils accaparent notre marché automobile et tout ça, il va falloir les calmer. Et alors le gars qui est à côté de lui, il dit, oui, vous savez, l'hôtel dont nous sortons là, il appartient à des Japonais. Alors il prend son téléphone, et comme c'était l'homme qui tweetait plus vite que son ombre, il balance un tweet où il met « Si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, on peut repasser le couvert ». Derrière cette phrase grotesque, il y a le constat qu'effectivement, les pays qui tiennent la planète, c'est-à-dire qui sont propriétés de la planète, c'est le Japon, l'Allemagne, les pays producteurs de pétrole qui ont accumulé des rentes. Nous, on est propriété des Norvégiens. C'est-à-dire le fonds souverain norvégien qui est le plus gros fonds de capitalisation mondiale et le principal investisseur en France. Et donc, il détient une partie de la bourse, il détient une partie de notre immobilier. Ça veut dire que dans la génération d'après, quand vous paierez des impôts, une partie partira pour payer les retraites des Norvégiens. Vous regardez donc le déficit commercial de la France, c'était l'année dernière environ le déficit commercial presque 100 milliards, 100 milliards de dollars, donc un peu moins en euros. Vous regardez le déficit commercial du Japon, même montant. Vous regardez ensuite ce qu'on appelle le déficit total, quand on regarde les mouvements, les rapatriements des fonds de Total, les rapatriements... C'est la balance des paiements, c'est ça? La balance des paiements courants. On arrive à un déficit de notre balance des paiements courants qui est de 40 milliards de dollars. Si vous regardez la balance des paiements courants des Japonais, elle est excédentaire de 120 milliards de dollars. Et pourquoi? Parce que les placements qu'ils ont réalisés à l'étranger leur apportent 250 milliards de dollars. Non seulement on ne travaille pas, mais en plus on ne fabrique pas de travailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que notre démographie est telle que tous ces gens qui disent qu'il faut réindustrialiser, je leur dis oui, très bien, vous allez mettre qui dans les usines? Commencez par avoir des enfants avant d'avoir des usines. Vous allez renforcer l'immigration, ce qui semble assez populaire en ce moment. Mais... C'est une autre solution. Vous n'avez pas 36 solutions. Hein. Les Japonais, clairement, pas d'immigration. Et quand vous regardez les quelques personnes qui s'installent au Japon, c'est tous des gens qui peuvent prouver qu'ils descendent de Japonais. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'ils sont devenus propriétaires du monde. Deuxième solution, c'est effectivement essayer d'avoir de la jeunesse. Vous la faites venir, cette jeunesse. Et donc notre réserve de jeunesse, c'est l'Afrique. Je pense que la chose la pire qui soit, c'est l'immigration choisie. C'est-à-dire on va les faire venir des gens, mais on va choisir les gens qui vont venir. C'est-à-dire qu'on va proposer aux pays africains de les vider de leur élite. On va leur dire, écoutez, voilà, nous on manque de médecins, donc vous on s'en fout. Bon, moi je suis absolument indigné par ça. Ce qui aggraverait le problème. Totalement, totalement. Et donc je pense que la bonne solution, c'est effectivement la solution, c'est circuler les gens et surtout investir à Abidjan et à Mumbai. Alors revenons en France, parce que de l'origine de la dette, vous en parlez beaucoup dans votre livre, c'est intéressant. Vous parlez beaucoup des dépenses sociales. Je crois qu'il y a à peu près 900 milliards de dépenses sociales par an. Un peu moins. Un peu moins. Et qu'en même temps, il y a une espèce de paradoxe que vous soulignez, c'est à la fois des dépenses sociales qui augmentent et des impôts qui sont bloqués. Oui. Alors, l'origine de cette dette, parce qu'on a envie de dire, c'est pas simplement qu'on a dépensé n'importe quoi. C'est que structurellement, il y a quelque chose qui déconne. Oui, structurellement, ce qui déconne, pour moi, il y a deux choses qui déconnent. La première chose, c'est qu'effectivement, on garantit en permanence à la population un niveau de pouvoir d'achat indépendamment de la quantité qu'elle produit. Et donc, on considère que la dette, c'est un moyen de maintenir le pouvoir d'achat indépendamment de la façon dont vit le pays. L'année 2020, ça s'est traduit par une perte de production de 250 milliards. Et sur ces 250 milliards, vous n'avez eu aucune perte de pouvoir d'achat de la population. Les ménages n'ont pas perdu de pouvoir d'achat, ils ont même gagné du pouvoir d'achat. Qui a trinqué? Qui a payé?
grosso modo, 180 milliards, 170 milliards, c'est l'État. Et 80 milliards, ce sont les entreprises. Et donc, il n'a jamais été envisagé de porter atteinte au pouvoir d'achat. Dans la suite, quand vous avez eu la hausse des prix des matières premières, on a parlé d'inflation. Ce n'était pas de l'inflation pour moi, c'était un choc extérieur sur un produit particulier, essentiellement d'ailleurs l'énergie et plus particulièrement le pétrole. Et donc là aussi, on a refusé de dire la vérité aux Français. Vous vous souvenez qu'on leur a dit on va maintenir à 2 € le prix de l'essence. Et vous avez cette réunion incroyable où Bruno Le Maire reçoit les grands distributeurs en leur disant vous allez maintenir à 2 €. Alors ils disent on ne peut pas parce qu'on va vendre à perte et c'est interdit par la loi. Et il répond bon ben on va changer la loi pour que vous puissiez vendre à perte. À partir du moment où il doit y avoir des pertes puisqu'on maintient le pouvoir d'achat alors qu'il n'y a pas le travail en regard, à partir de ce moment-là, eh bien on vit. On fait de la dette. Donc le premier élément qui est fort, c'est l'incapacité à faire passer auprès de la population une forme d'effort nécessaire au travers de son pouvoir d'achat. Est-ce que c'est possible de se faire élire en disant aux gens vous allez perdre du pouvoir d'achat? Alors, effectivement, c'est assez délicat. Depuis 1945, les réponses à ce problème-là, ça aurait été soit des pertes de pouvoir d'achat, soit effectivement une augmentation de la durée du temps de travail. La seule chose qu'obtient Mendès France de De Gaulle, c'est d'augmenter la durée du temps de travail. C'est-à-dire Daladier, déjà en 1938, au retour de Munich, a supprimé les 40 heures dans les usines d'armement parce qu'il voit bien qu'il faut quand même travailler pour fabriquer des armes parce que l'autre en face est en train de préparer la guerre. Et donc en 1945, Mendès France obtient l'idée qu'il faut supprimer les 40 heures, travailler plus. Vous avez des situations, un discours où la classe politique répond au problème en disant on va travailler plus. C'est le travailler plus pour gagner plus. Vous avez un discours qui consiste à essayer, pour maintenir le pouvoir d'achat, de créer de la richesse. Et puis vous avez un deuxième discours qui est un discours qui consiste à dire écoutez, on vous a donné du temps libre et à ce moment-là, vous allez être obligé. Et donc ça, c'est 1956. Donc là, c'est de nouveau un socialiste, mais là, un vrai, c'est Guy Mollet, qui accorde la 3e semaine de congé payé, qui rend effective les 40 heures et qui baisse le pouvoir d'achat de la population en disant il y a un arbitrage à faire entre le revenu monétaire et le temps libre. Et il est concevable que le temps libre puisse être considéré comme étant une compensation légitime au pouvoir d'achat. Vous avez 1983 où Mitterrand fait exactement le même discours. Mitterrand dit « Je viens de donner à la population la retraite à 60 ans, les 39 heures, la 5e semaine de congé payé. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir du revenu monétaire et du temps libre. Je fais le choix du temps libre. » Et donc le pouvoir d'achat baisse. Il faut voir qu'en 1983, au moment de la rigueur, on a retiré plus de pouvoir d'achat qu'on en avait donné en 81. Les Français en 84 avaient moins de pouvoir d'achat qu'en 80. La dernière fois où on a perdu du pouvoir d'achat, pareil, c'est en 2012. C'est le matraquage fiscal de François Hollande. Alors c'est le seul qui redresse les comptes publics. Sur la période, qui est la période les dernières années, le seul à avoir redressé vraiment les comptes publics de façon significative, c'est François Hollande, par un matraquage fiscal phénoménal. Toujours est-il que les seuls qui ont vraiment baissé le pouvoir d'achat, c'est les socialistes. Mais il n'y en a plus. Alors, on est mal, voilà. L'autre solution, et donc, ce serait d'augmenter le temps de travail. C'est-à-dire, effectivement... Donc de baisser les dépenses sociales. Donc de baisser les dépenses sociales et surtout d'augmenter totalement la production, globalement la production. C'est-à-dire pour avoir plus de recettes fiscales, les recettes fiscales c'est un pourcentage de la production, pour avoir plus de recettes il faut qu'il y ait plus de production, pour avoir plus de production il faut plus de travail et donc la vraie solution c'est effectivement d'augmenter la production pour pouvoir augmenter effectivement le pouvoir d'achat et réduire et ne pas faire reposer le pouvoir d'achat sur l'endettement. Fait pour augmenter la production alors. Eh bien, il faut travailler plus, si vous voulez. Oui, mais comment on met les gens au travail? Alors, vous avez deux choses. Vous avez l'efficacité des gens, c'est-à-dire le fait que, effectivement, les gens ont de plus en plus de mal à se mettre au travail. Donc ça s'appelle la productivité. Et puis vous avez la durée du temps, l'égal du temps de travail. Bon. On est en France le pays où on travaille le moins de toute l'Union européenne et de toute l'OCDE d'ailleurs. On travaille 600 heures par habitant, par an et par habitant. Et on est le pays qui est le premier pays du bloc de l'OCDE où, dans la vie d'un citoyen,
le temps de travail va représenter moins de 10%. Entre le fait que vous dormez, que vous êtes en vacances, que vous êtes à la retraite, que vous faites des études jusqu'à... On peut considérer que c'est un exploit d'arriver à vivre en ne travaillant que 10% dans sa vie. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est d'ailleurs... C'est peut-être la dette aussi. Sauf que voilà, exactement. Si on fait ça tout en appuyant et en reposant ça sur l'efficacité de l'appareil productif, c'est parfait. Le travail, c'est un moyen, hein, c'est pas une... Le travail, c'est pas une fin en soi. Le travail, c'est un moyen d'avoir une certaine forme de confort. Mais en revanche, si on le fait à crédit et au départ de la génération future, c'est... Est-ce qu'il y a des mauvaises dettes et des bonnes dettes? J'allais dire, par exemple, l'éducation nationale ou le nucléaire. Le nucléaire, ça a coûté 150 milliards. Est-ce que c'est une bonne dette ou, contrairement à certaines dépenses sociales qui dérapent, etc., j'allais dire, est-ce qu'il y a des dettes de gauche et des dettes de droite? Alors, des dettes de gauche et des dettes de droite, il y a des dettes, je pense, qui couvrent tout le paysage politique. Quand on regarde les pays où il y a eu des efforts à certains moments, c'était plutôt des pays qui étaient référencés sur le centre-gauche. La dernière fois que les États-Unis ont connu un excédent budgétaire, c'était sous Clinton. En fait, il y a deux erreurs derrière ce discours. La première erreur, c'est il y a les dépenses d'avenir, l'investissement, l'éducation, tout ça. Bon, donc, la santé. Cette idée que, du moment que c'est des dépenses d'avenir, on peut les financer par du déficit. Alors, moi, je pense que c'est une erreur parce que, d'abord, on ne sait pas quelles sont les dépenses d'avenir. En ce moment, il y a tout un débat, mais alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est nommé Paul Romer. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, il a eu le prix Nobel d'économie, c'est un économiste assez célèbre. Et il fait des papiers en ce moment en disant qu'il faut baisser les dépenses d'éducation. Pourquoi, dit-il? Parce que les dépenses d'éducation, d'abord, elles sont devenues inefficaces. Le niveau dans les pays occidentaux n'arrête pas de baisser. Et donc, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette dépense. Et deuxièmement, il dit, les dépenses d'éducation ont été des dépenses qui ont consisté à donner non pas des savoir-faire, mais des titres. Et donc, les gens ayant des titres, les gens sont persuadés qu'ils ont des droits au nom de ces titres. Dans la plupart des pays occidentaux, les médecins, pour réclamer leur rémunération, qu'ils négocient avec un organisme public ou qu'ils négocient avec une compagnie d'assurance, mettent en avant les études qu'ils ont faites. Et il dit, l'enjeu, ce n'est pas les études qu'ils ont faites, c'est le service qu'ils rendent. Ils devraient être rémunérés sur la base du service qu'ils rendent. Et or, il voit bien que ce service est de plus en plus rendu notamment aux États-Unis, par des structures qui sont non humaines. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la médecine qui a été automatisée. Et donc, pour essayer de préserver leurs revenus, ils mettent en avant des études. Donc, il dit, on déforme le mécanisme d'évaluation des études avec des titres, alors qu'il faudrait le vérifier au travers de la réalité concrète de ce qu'on apprend. Et la troisième raison pour laquelle, dit-il, il faut baisser les dépenses d'éducation, c'est que il y a des métiers qui sont des métiers qui demandent à être systématiquement redéveloppés, redéfinis, recyclés. Et il met en avant le fait que, alors ça c'est un problème particulier de la France, il explique bien que l'enjeu désormais, ce n'est pas le coût du travail, c'est le coût du turnover. C'est-à-dire que la France a un coût de l'heure travaillée qui est à peu près conforme au reste des pays de l'OCDE. En revanche, elle a un coût du turnover qui est très largement supérieur au reste de l'OCDE. C'est-à-dire quand vous voulez vous défaire de quelqu'un, ça coûte beaucoup plus cher en France qu'aux États-Unis. Donc vous embauchez quelqu'un, et puis il arrive un moment, donc vous le payez, mais vous le payez le même prix que le mec aux États-Unis qui fait la même chose. Et puis aux États-Unis, il arrive un moment où on constate que ça ne sert plus à rien. Donc on lourde le mec. Toujours le problème du système social. Oui. Et donc vous avez donc cette idée que tous ces systèmes qui sont des systèmes dans lesquels vous référencez sur des codes, sur des règles, qui rigidifient le système, doivent être condamnés. Et c'est plus que, effectivement, dire c'est l'avenir ou c'est pas l'avenir. La deuxième chose que je mets en avant, c'est le fait que, là aussi, les économistes disent la nomenclature qui consiste à dire ça c'est du fonctionnement, ça c'est de l'investissement, est une nomenclature qui elle-même est assez vite facile à contester. Et alors là aussi, l'exemple, c'est de nouveau le Japon. À un moment donné, le gouvernement japonais, qui a fait des plans de relance à l'infini, le gouvernement japonais avait lancé un vaste programme de construction de ponts. Et puis le gouvernement qui a succédé s'est aperçu que sous ces ponts, il n'y avait rien. Et donc il a lancé un nouveau plan qui était de construction de rivières.
C'est-à-dire on détournait des rivières, on organisait pour faire passer de l'eau sous les ponts. Bon. Et donc, il y a un moment où les gens ont dit, est-ce que ça a un sens? Et donc, pour moi, la vraie dépense publique, encore une fois, c'est l'État, il a 3 fonctions très claires. Et c'est là-dedans qu'on devrait se caler. La première, c'est de tenir compte de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les choses qui sont des choses sur lesquelles, spontanément, le marché n'a pas de réponse. Donc, l'exemple typique, c'est la pollution. Et l'exemple typique pour moi de la pollution qu'il faut combattre, c'est le carbone. Je défends le prix de l'essence à 4 euros. 4 euros le litre. Alors pourquoi 4 euros le litre? Vous avez des actions dans le vélo, non? Voilà, 4 euros le litre. Alors pourquoi je dis 4 euros le litre? Parce qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que ça, c'est un enjeu qui est une dette, était une dette aussi lourde que la dette financière. Et on ne pourra lutter contre le réchauffement climatique que si, d'une certaine façon, on conduit à un comportement différent des gens et surtout on dégage les sommes nécessaires. Alors pourquoi 4 euros le litre? 4 euros, c'est le prix de l'essence de 1970. C'est-à-dire, si vous regardez, alors le calcul est simple. Hein, actualisé, oui. Actualisé. En 1970, quand on crée le SMIC, donc il y a un coup de pouce, donc on porte le SMIC à 3,30 francs. Et le prix de l'essence est à 1,10 francs. Donc avec 1 heure de SMIC, on achète 3 litres d'essence. Donc je dis, si on garde cette idée qu'avec 1 heure de SMIC, on doit acheter 3 litres d'essence, le SMIC est à 11,82 € de l'heure. Donc je divise par 3, et ça fait à peu près 4 euros. J'arrondis à 4 euros. Je pense que ça, l'État doit se pencher là-dessus. Et ça, c'est un vrai enjeu, et notamment sur le plan de la fiscalité, il y a toute une réorganisation de la fiscalité qui doit être faite vers les enjeux climatiques. La deuxième chose, c'est que l'État a un rôle social, mais à partir du moment où il a un rôle social, il faut qu'il se pose la question de savoir, c'est le discours de notre président de la République, on dépense un pognon de dingue. Il y a un moment où, effectivement, l'effort de solidarité doit être évalué, mesuré, et puis le troisième enjeu... Et là, vous avez des suggestions à faire? Ah ben, j'ai des suggestions à faire, oui. Alors, par exemple, je suis sur la santé, je suis favorable à la privatisation de la Sécu, à la mise en concurrence et à la privatisation. Là, je pense que ça ne doit pas être très populaire, ça. On y arrivera, vous savez, on y arrivera. L'autre jour, on me dit, mais vous êtes bien seul. Je dis, non, je ne suis pas le seul, je suis le premier. Je vous assure qu'on n'y échappera pas. On n'y échappera pas. De même, je pense que sur les dépenses sociales, un régime par capitalisation doit être mis en place. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'épargne, parce qu'on a besoin de projeter de l'épargne comme l'ont fait les Japonais. Et là aussi, on dit, mais on n'y arrivera pas. Mais la population, vous prenez le succès des PER. Les plans d'épargne retraite qui étaient dans la loi Pacte là, ont dépassé les 100 milliards de collecte. On avait prévu de dépasser les 100 milliards de collecte en 2025. Ils ont déjà été dépassés. Donc je pense que revoir l'État social avec cette idée qu'il faut plus de concurrence, plus de privatisation et plus d'épargne. Et des économies peut-être aussi. Et des économies. Mais si vous les mettez en concurrence, les économies arrivent d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce que la Suisse est le pays où il y a eu le plus rapidement de vaccinés contre la Covid? Parce que chaque fois que vous étiez dans une compagnie d'assurance qui vous assurait, il y avait une compagnie concurrente qui venait vous voir en disant « ils vous promettent de vous vacciner dans combien de temps ?» Alors vous disiez « ma compagnie d'assurance me garantit le vaccin dans 3 semaines, 1 mois. » Bon, écoutez, si vous changez, si vous venez chez nous, on vous vaccine la semaine prochaine. Et donc, vous avez une efficacité qui apparaît avec la concurrence. Et la dernière chose, je pense que le rôle de l'État, c'est effectivement d'accepter ce que j'appelle le déficit conjoncturel, c'est-à-dire d'accepter des périodes où on fait du déficit quand ça va mal, mais d'avoir des périodes où on accepte des excédents quand ça va bien. Et que ce ne soit pas structurel. Voilà, qu'il n'y ait pas une espèce de déficit qui se met en place avec cette idée que le rôle de l'État, je maintiens, je reviens là-dessus et j'insiste là-dessus, c'est de garantir du pouvoir d'achat à la population indépendamment de la qualité et de la quantité de travail qu'elle fournit. Mais vous pensez quand même qu'il y a des dettes, je veux dire positives, des bonnes dettes? Je pense notamment, il y a un phénomène en France dont on parle peu, c'est le niveau d'endettement des entreprises. Oui. Il paraît qu'il y a à peu près un peu plus de 2000 milliards de dettes des entreprises. Puis il y a ces fameux zombies, ces entreprises cotées en bourse qui ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Est-ce qu'il y a des dettes positives ou la dette est forcément négative? Ah non, la dette n'est pas forcément négative. Le mécanisme de crédit n'est pas forcément négatif. Je reviens pas
à la scolastique et à... Balzac. Oui, et puis même avant, à l'interdit Clément V. Vous savez, Clément V, qui est le dernier pape à avoir lancé l'interdit contre les dettes. J'en suis pas là, je condamne pas les dettes. Je crois que les dettes privées, c'est différent. Parce que dans les dettes privées, normalement, vous avez un investissement qui est en regard. Et normalement, une entreprise qui s'endette, c'est le but de la comptabilité. Et vous avez des actifs, des fonds propres et de la dette. Et normalement, la dette, elle est garantie par les actifs. La dette publique, il n'y a pas d'actifs, contrairement à ce qu'on nous raconte. La dette publique, il y a comme l'actif potentiel, c'est le... Même pas le nucléaire, par exemple, c'est un actif, non? Non, parce que vous ne le vendrez pas. Alors, vous pouvez le vendre, mais comment dirais-je, on a fait des chemins de fer, on a fait... Les Airbus. Mais au 19e siècle, vous regardez la situation, c'est le moment où on a le plus investi. Rapporté, parce que faire des mines de charbon, faire des chemins de fer, faire des ponts, je vous garantis que par rapport à la situation de l'époque, ça représentait un effort d'épargne colossal. Et vous regardez les finances publiques de l'époque, elles ont été totalement équilibrées pendant toute la période. Et donc, qu'il y ait de la dette, mais que cette dette elle soit portée par le secteur privé et qu'il y ait en face un système bancaire pour évaluer systématiquement ce que fait le secteur privé, ça me paraît normal. Et on revient effectivement, je condamne les entreprises zombies, c'est-à-dire que c'est à la banque de dire à un moment donné, écoutez, c'est fini. C'est la destruction créatrice. On détruit pour pouvoir créer. Alors justement, avant qu'on parle des programmes politiques et de l'impuissance politique, j'allais dire, face à la dette, abordons un sujet que parfois on évite, la complicité de l'univers financier dans la création de la dette. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui poussent à l'endettement, des agences de notation qui sont indulgentes. Je vous ai entendu sur BFM appeler les agences de notation à dégrader la note de la France. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une complicité de l'univers financier pour augmenter cette dette, au fond, par intérêt? Oui et non. Alors, on dit souvent, donc les 2500 milliards d'euros dont je parlais, c'est les banques qui les ont encaissés. En fait, ce n'est pas les banques qui les ont encaissés parce que les banques, la dette, elles ne la gardent pas. Les détenteurs de dette, ce n'est pas les banques. C'est-à-dire, elles sont à l'intermédiaire, mais qui détient la dette publique, pas la dette privée. Et donc, c'est en partie nous. Donc, le principal détenteur de dette publique française, c'est le Fonds souverain norvégien. Et le deuxième, c'est la CNP. Donc, ils n'ont pas intérêt à augmenter la dette? Pas spécialement. L'intérêt pour eux de la dette, c'est que ça leur permet d'avoir des produits qui leur permettent de fidéliser une clientèle. Et puis, ça leur permet effectivement, quand elles ont des problèmes, d'avoir un actif sûr. Mais la dette, pour une banque, ce n'est pas très intéressant parce que ça rapporte peu. Et donc la dette, elle va s'en servir, au contraire, elle va s'en débarrasser. Et elle va s'en débarrasser en la confiant à ses clients. Et donc elle va mettre en place tout un tas de systèmes pour que ses clients achètent la dette. La CNP, encore une fois, c'est la compagnie nationale de prévoyance, c'est la Caisse nationale de prévoyance. Et donc c'est une institution qui gère de l'assurance vie, qui gère des produits long terme. Les compagnies d'assurance aussi ont de la dette, mais le système financier n'est pas tellement demandeur de dette. En revanche, effectivement, il a besoin d'une partie de dette pour avoir des actifs sûrs. Mais derrière cette idée, il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui dise non à l'État. Et en 1973, Giscard dit, la Banque de France, on est dans une situation où ce n'est pas la Banque de France qui dira non à l'État. Donc il faut qu'il y ait un système bancaire qui soit en capacité de dire on arrête de vous prêter. Une indépendance, il faut. Il faut une indépendance du système bancaire et il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui puisse dire à l'État vous allez trop loin. Stop, ouais. Stop. Et voilà. Et c'est un peu le rôle que devaient jouer les agences de notation, mais elles font ça. Parce que les agences de notation, leur enjeu, c'est pas, là aussi, c'est pas la dette publique. Pour elles, c'est un produit de marketing, la dette publique, mais les agences de notation, ce qui est le véritable enjeu, c'est les entreprises, ce qui intéresse les agences de notation, c'est de pouvoir donner de l'information à des fonds de placement. C'est de la notation d'entreprise. Oui, c'est leur vrai fonds de commerce, et c'est ce qui est vraiment utile, parce que les gens qui achètent de la dette, ils savent tout sur la dette. Il n'y a pas besoin de Standard & Poor's pour savoir quel est le montant de la dette.
il y a un système financier qui est en place, qui a un peu besoin de dette, mais qui n'est pas forcément systématiquement au secours de l'État. Alors parlons politique, justement. Vous parlez de la Cour des comptes. Je me souviens d'une déclaration récente de Moscovici disant la France est au pied du mur. Il a lui-même été ministre des Finances où Oui. la dette a explosé. Oui, On peut citer aussi Fillon, oui. qui disait le pays est en faillite. Et puis, Je suis à la tête d'un État en faillite. on était Un en État. faillite, alors que sous son empire, la dette a progressé de façon spectaculaire. Les politiques ne sont pas idiots au fond. Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une politique cohérente et une gestion financière saine? Alors, si vous voulez, si je reprends Fillon, la dette, elle est explosée à cause de la récession de 2008-2009. Donc, il y a une partie qui est une partie que j'appellerais de la bonne dette, entre guillemets. Il a fait du déficit pour compenser un ralentissement économique. Et puis après, on en revient toujours au même point. On le dit depuis le début. Le véritable problème, c'est qu'en France, la dette, ça sert à maintenir du pouvoir d'achat sans qu'il y ait du travail. Et donc, un homme politique qui serait à la hauteur dirait, je vais vous donner du pouvoir d'achat si vous travaillez, sinon je vais vous prendre du pouvoir d'achat. Et encore une fois, le seul qui a réussi à le faire de façon efficace, c'est Mitterrand. Et donc on est en septembre 1983, il vient juste de lancer la rigueur, et il annonce sa nouvelle politique économique. Donc il annonce qu'il faut arrêter que trop d'impôts tuent l'impôt, qu'il faut arrêter de massacrer les entreprises, que c'est les entreprises qui créent la richesse et pas l'État. Enfin bon, tout un discours qui est un discours de bon sens, mais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez les leaders d'un parti socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas en France une culture un peu fantaisiste de la gestion des finances? Moi, je me souviens d'une phrase de De Gaulle, je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas. La tendance suivra. Oui, il a dit ça. Il a dit deux choses. Il fait une conférence de presse en février 66. C'est là qu'il annonce qu'il est pour les talons or et tout ça. Bon. Et puis on lui pose des questions. Donc il va y avoir des élections présidentielles en décembre 65 et on lui dit, est-ce que vous êtes candidat? Il dit, bon, on verra. Bon, et alors il dit, ah mais non, non, vous savez, il faut que vous clarifiez la situation. D'ailleurs, vous voyez bien, là, vous avez répondu un peu bizarrement l'autre jour à une question sur ce sujet. Et la bourse a baissé. Et il a dit, mais la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Est-ce que ça n'a pas impliqué, au fond, une culture qui s'est pérennisée au fil des décennies, que finalement l'argent, c'est... Oui, oui. Ce qu'il y a de paradoxal dans la façon dont effectivement nous sommes gouvernés, il se trouve que de temps en temps, je vais voir nos dirigeants, mais je ne demande rien. Ils m'appellent. Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils me voient vraiment dans une forme de clandestinité, parce que ils disent ah, vous avez raison, probablement sur le fond, mais alors, les Français ne sont pas mieux. Alors, la dernière fois, il y en a un qui m'a dit, vous savez, ce pays est ingouvernable. Alors je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas très bien, si vous pensez qu'il est ingouvernable, pourquoi vous voulez absolument le gouverner? Si vous pensez qu'il est ingouvernable, faites autre chose. Je crois qu'il y a un moment, c'est un problème de crédibilité personnelle, de sentiment que la personne qui incarne ce qu'il fait est à la hauteur de cette incarnation. On parlait de Mendès France. Pendant des années, l'homme de référence était Mendès France. Et pourquoi Mendès France? D'ailleurs, encore une fois, lorsque Macron s'est présenté en 2017, il a dit clairement qu'il s'inscrivait dans l'héritage de Mendès France. Bon, et pourquoi? Parce que Mendès France, c'était quelqu'un qui était supposé avoir été rigoureux, courageux en Indochine, rigoureux dans les finances publiques. C'est lui qui a introduit la TVA, c'est lui qui a essayé de casser un certain nombre de monopoles publics. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il a fait un certain nombre de choses et on a dit il a été courageux, donc c'est lui. Est-ce que au fond, c'est pas un problème de courage tout ça? C'est un problème de courage. Et puis, alors je ne dirais pas qui c'est, mais donc je faisais cette réflexion devant un de nos ministres et il me dit oui, sauf que Mendès France, il est resté au pouvoir 6 mois. Alors, donc c'est que l'objectif numéro 1, c'est de rester au pouvoir. En partie, en partie. Mais alors, c'est logique. Vous ne pouvez pas agir si vous n'êtes pas au pouvoir, mais si vous êtes au pouvoir et que vous agissez, vous le perdez. Alors, bon, on peut sortir de ce dilemme. On va simplement quand même aborder un problème d'actualité. Vous avez aujourd'hui 3 blocs en France qui présentent des programmes avec un certain nombre de promesses. Je vais me permettre une citation, mais je ne pourrais pas la faire en chinois, c'est Confucius qui dit « Les promesses sont des dettes ». Oui, normalement. Vous pouvez nous donner un peu une évaluation entre le Rassemblement national,
le Front populaire et j'allais dire le comité central. Très difficile à faire. Écoutez, le Front populaire, ils ont grosso modo le programme de Mitterrand en 81. Donc, On en a parlé de 280 milliards. oui, bon, c'est inchiffrable. Et puis ça part dans tous les sens, puisque pour le SMIC à 1600 euros, Fabien Roussel a dit oui, mais les entreprises ne peuvent pas faire face, donc on le compensera. Et puis Aurélie Trouvé, qui est la seule personne un peu sérieuse dans tout ça, qu'on ne connaît pas, mais qui est l'économiste un peu qui raconte pas trop de conneries, dit ah ben non, si on le fait payer aux entreprises, c'est parce qu'on considère qu'elles font des profits et qu'elles peuvent payer. C'est pas, on va pas transférer de nouveau de l'argent public. Bon, donc donc ils ont le discours de 81, le programme, le vocabulaire de 36. Front populaire, la paix, tout ça. Et je pense que ça se terminera comme en 1924. C'est-à-dire. J'ai cru que vous alliez dire 40, les pleins pouvoirs de l'État. Non, 1924. Édouard Herriot, puisqu'on est à Lyon, qui était un grand homme, mais enfin, le mur d'argent, j'ai été victime du mur d'argent. Le Rassemblement national, c'est très difficile à faire, puisqu'il change de programme toutes les 48 heures. Et je pense que. Il baisse plutôt. Oui. Et alors, ce que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce qu'ils font ça parce qu'ils ont peur de gagner, donc ils veulent quand même pas être trop prisonniers de leur programme, ou s'ils font ça pour se décrédibiliser, pour être sûr de perdre. Parce que ce qui me frappe quand même, c'est aussi bien chez la gauche que chez le Rassemblement national, on a l'impression que leur obsession, c'est de perdre. Avoir 200 députés, c'est bien, 200 députés parce que ça fait bien, ça fait de l'argent, on passe après à la télé, on est quand même le premier groupe d'opposition. Et puis priorité au présidentiel. Voilà, et présidentiel et tout ça. Et puis bon, quant au bloc central, le bloc central, il a, comme disait Mitterrand justement de Giscard, il a un passé qui est devenu un passif. Et donc eux, ils n'ont pas vraiment de programme. Ils sont assommés. Ça bricole un peu, oui. Ça bricole, pas un peu, ça bricole complètement. Vous êtes optimiste? Mais oui, parce qu'encore une fois, je vous le dis, il y a 3 raisons pour lesquelles je suis optimiste. Parce que à ceux qui me disent que je suis le seul, je dis que je suis le premier. Donc je pense que, que ça... Vu votre parcours, vous avez l'habitude. Oh non, je n'étais pas premier. La deuxième chose, la deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est que je pense justement que la jeunesse, elle est absente de tout ça, parce que la jeunesse, ce qui la préoccupe, c'est pas le SMIC, c'est les enjeux écologiques. Et je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait progressivement. Et la dernière chose, c'est que moi, j'ai quand même vécu une période où, quand les Khmers rouges rentraient dans Phnom Penh, le journal de référence titrait « Phnom Penh libéré ». Et je pense qu'on est sorti de ça. Je pense que ce genre de monstruosité, d'absurdité, ça ne prend plus. Le Monde titrait Phnom Penh libéré. Il y a des choses qui ne se font plus, ne peuvent plus se faire, ne se feront plus. Vous trouvez qu'il y a une pensée très conformiste encore? Alors il y a une pensée encore conformiste, mais je pense qu'effectivement cette pensée, elle est quand même secouée en permanence par l'échec des États qui se sont endettés et qui, quand ils ont pris le pouvoir économique, n'ont pas été capables de résoudre les problèmes, que ce soit sous la forme de communisme ou sous la forme du travaillisme anglais. Je pense que les nouvelles technologies qui arrivent sont en train de bouleverser tout ça. Tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, tout ça, il va y avoir quand même une mutation complète. Et je pense qu'il y a une... comment dirais-je? Oui, il y a une capacité d'envie d'aventure qui est plus grande qu'il n'y avait à une certaine époque. Quelle peut être la philosophie d'une gestion saine? Je crois que la philosophie d'une gestion saine des finances publiques, c'est il faut s'occuper de l'externalité, il faut s'occuper de la vision qu'ont les gens du contrat social, de l'État social. Il faut essayer de lisser les cycles conjoncturels. Et la vision de la société, c'était celle qu'avait... c'est la période la plus détestée, une des plus détestées de l'histoire, la monarchie de Juillet. Mais le principe de Guizot, c'était enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Et j'en ai fait une de mes chroniques dans les Échos en me disant que je suis sauvé parce que plus personne ne sait qui est Louis-Philippe. Mais s'il réalisait que c'était le slogan de la monarchie Louis-Philipparde, je pense que même les Échos m'auraient dit il faut changer le titre. Et le courage?
Le courage, c'est ce qui manque aux hommes politiques, mais les chefs d'entreprise, ils ont une forme de courage. L'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui, par définition, a du courage parce qu'il s'engage dans des choses où il n'est pas sûr de réussir. Hein. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on va avoir un excédent budgétaire? Et deuxièmement, est-ce qu'un jour ou l'autre aussi, on pourra restructurer, j'allais dire, l'état des finances? Oui, oui. Alors, si vous voulez, l'excédent budgétaire, ça peut aller assez vite et il y a des pays qui sont en excédent budgétaire. Le Portugal, jusqu'à cette année, avait retrouvé des excédents budgétaires. Je parlais des États-Unis. Vous prenez les États-Unis sous Reagan, il y a un déficit budgétaire colossal. Et donc, à l'époque, on dit, mais on ne peut pas revenir en arrière. 6 ans après, Clinton dégage des excédents. Bon. Pour avoir des excédents, il faut... Vous avez quand même des règles simples. Le rapport qu'avait demandé Thierry Breton à Michel Pebreau donnait un certain nombre de règles assez simples qui permettraient de revenir assez vite à l'excédent budgétaire. Alors ensuite, sur l'État-providence, je confirme ce que j'ai dit. Je pense qu'on est arrivé au bout, c'est-à-dire c'est le pognon de dingue, et que la seule façon de rendre une institution efficace, c'est de le mettre en concurrence. Et donc, je pense qu'on va, encore une fois, on va de plus en plus vers ça, parce que vous regardez le nombre de pays où on met les choses en concurrence. Je ne sais pas si vous avez suivi les élections en Inde, mais les élections en Inde, le gouvernement sortant, qui a perdu des plumes, mais enfin, il est là au pouvoir depuis 15 ans, a fait sa campagne pour rendre les chemins de fer efficaces, on va les privatiser et les ouvrir à la concurrence. Et les gens qui analysent la situation considèrent que c'est là-dessus qu'il a réussi à de nouveau gagner les élections maudites. Et derrière tout ça, que ce soit l'équilibre des comptes publics, il faut qu'il y ait de la richesse créée. Et la richesse créée, ce sera par le travail. La première chose, c'est enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Dans quel cycle on est? Est-ce qu'on est dans un cycle bas ou dans un cycle haut? Oui, oui. Alors, mais alors effectivement, on est tout le temps en crise. Moi, depuis que je suis lucide, on est en crise. Bon. Et donc, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, le mot. En revanche, quand on regarde, effectivement, quand on fait de la statistique, de l'économie, de l'économétrie, on voit bien qu'il y a des périodes d'accélération de la croissance et il y a des périodes de ralentissement de la croissance. Il y a eu des récessions en 1975, en 1993, en 2009, et puis il y a eu au contraire une accélération de la croissance. Si vous projetez la croissance, on le voit, le cycle, je dirais, c'est physique, on le voit. Et ensuite, vous avez des travaux, et donc des travaux d'économétrie qui permettent de savoir si on est dans la phase positive ou dans la phase négative du cycle. Et d'ailleurs, je parle pour l'État, mais la Banque centrale aussi, sur le plan théorique, les taux d'intérêt de la Banque centrale, comme elles sont indépendantes, les taux d'intérêt devraient être déterminés par une formule qu'on appelle une formule de Taylor. Et dans la formule de Taylor, il y a la position de l'économie dans le cycle. Et donc, tous les organismes, les gouvernements, les banques centrales, les grandes bureaucraties internationales vous donnent en permanence la position où on est dans le cycle. Bon. Et si vous allez sur le site de l'INSEE, ils vous expliquent où on est dans le cycle. Bon. Après, effectivement, il faut faire comprendre ça d'abord aux diffuseurs d'informations et ensuite, aux hommes politiques. Vous avez une formule que je mets dans mes livres. Donc, c'est l'économiste propose, le politique dispose. Et donc, ça doit être assez vrai parce que cette formule, elle est assez souvent reprise. Donc, si je réclamais des droits d'auteur, je pense que je pourrais me faire de l'argent. Bon. Et alors, dernier élément. Les économistes ont théorisé ce qu'on appelle des stabilisateurs automatiques. Vous n'avez rien à faire, vous faites simplement une fiscalité qui est assise sur la réalité de ce qui est produit. L'impôt sur les sociétés, normalement, en théorie, il devrait être à 15%, et sans aucune niche et tout ça. Parce que quand ça va mal, les entreprises font plus de profit à ce moment-là. Il n'y a plus d'impôt sur les sociétés qui rentrent. Et donc, l'État perd de l'argent puisque les entreprises ne sont plus en capacité de payer l'impôt. Et en revanche, quand ça va bien, les entreprises font des profits, on prélève 15% des profits qui ont été réalisés. Et à ce moment-là, l'État peut se rembourser. Donc, c'est ce qu'on appelle un stabilisateur automatique. C'était passé inaperçu, mais quand on est passé au prélèvement à la source, le but du prélèvement à la source dans les premiers travaux des économistes, c'était de dire
on va faire en sorte que le prélèvement ait lieu sur la réalité économique du moment et pas sur la réalité économique de l'année précédente. Au travers du prélèvement à la source, on est directement au contact de la réalité économique du moment. Donc l'État a vocation à être au contact de la réalité économique du moment, et il y a des mécanismes qui font que même s'il a du mal à l'apercevoir, cette réalité économique s'impose à lui. Même s'il est persuadé qu'il va y avoir de la croissance, si les entreprises lui disent « écoutez, on n'a pas fait de profit », elles n'ont pas fait de profit. Quelle limite à l'endettement? Réponse non. Il n'y a pas de limite. Encore une fois, je vous dis, le Japon, c'est 250%. La seule limite, c'est, puisqu'il y a une banque centrale, notre seule limite à nous, c'est que nous n'avons pas de banque centrale. Donc notre limite, c'est les gens qui partagent la banque centrale avec nous, qui nous disent ça suffit. Mais sinon, il n'y a pas de limite. Pourquoi le fonds norvégien investit? Alors, je veux dire, il y a deux raisons pour lesquelles le fonds norvégien investit. La première raison, c'est parce qu'il veut de l'euro. Et pourquoi il veut de l'euro? Parce qu'il pense que l'euro est sous-évalué. Ce qui est vrai. L'euro est sous-évalué puisque, on ne le voit pas, mais la zone euro est la première excédent commercial au monde. Et donc, tout le monde, donc les gens qui observent disent, bon, il y a un discours à la con, on va faire les Chinois, on va faire du protectionnisme et tout ça, mais on n'arrête pas de gagner des parts de marché en Chine, on dégage des excédents énormes sur les États-Unis, on dégage même maintenant des excédents sur certains pays pétroliers, donc on n'a pas... On est trop compétitif, c'est-à-dire, bon, alors on ne le voit pas parce qu'il y a dans la zone euro un pays qui va mal, qui est en déficit et qui, lui, n'est pas compétitif, c'est la France, mais il n'y a pas que la France dans la zone euro. Bon. Il y a donc, quand même une confiance. Eh bien, il y a une confiance dans le fait que la France, de toute façon, ce n'est pas la zone euro, donc ils achètent de l'euro. Et pour avoir de l'euro, il faut, le plus simple, c'est d'avoir de la dette publique. Dernière question. Et pour avoir de la dette publique, il faut qu'elle existe. Et donc la dette publique allemande, la dette publique allemande, il n'y en a pas, puisqu'ils équilibrent leurs comptes. Et donc ils achètent de la dette publique en euros, qui est sur le marché, c'est-à-dire la dette italienne et la dette française. Le véritable enjeu, c'est de rétablir de l'épargne pour aller acheter des usines à l'étranger et investir à l'étranger. C'est-à-dire, en particulier, c'est de soutenir les groupes qui le font. C'est-à-dire, c'est une aberration de vouloir s'abattre sur Total. Total, c'est un des moyens qu'on a de préparer l'avenir. Heureusement qu'il y a la BNP pour acheter des banques à l'étranger. Et donc, la grande force du système bancaire, c'est d'avoir créé tout un tas de produits. Donc, il y a de l'assurance vie, il y a des choses comme ça, tout un tas de produits dans lequel, effectivement, il mélange tout un tas de choses de façon à couvrir votre aversion pour le risque et à financer l'économie. Et donc, il n'y a plus de problème de thésaurisation. Le problème de l'épargne, ce n'est pas qu'elle dort et tout ça, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que le problème de l'épargne, c'est que ces 5 000 milliards ne dorment pas, et non seulement ils ne dorment pas, mais ils ne sont pas assez abondants pour entretenir un niveau d'investissement dont nous avons besoin. Et donc, là, il y a deux solutions. Soit on récupère une partie de cette épargne qui finance l'État pour faire véritablement des activités productives, soit on augmente le taux d'épargne. Et je rappelle quand même qu'on nous dit qu'on épargne trop, mais le taux d'épargne, c'est-à-dire la quantité de ce qu'épargnent les ménages, c'est 17% de leur revenu à peu près. À l'époque de Pompidou, dont on parle maintenant, on épargnait entre 20 et 25%, et ces 20 et 25% n'étaient pas détournés par l'État, puisque le budget était équilibré. Et le fait qu'on manque d'épargne, on le voit bien, puisque quand on vit au-dessus de nos moyens, si on épargnait, on dépenserait moins en importation. Le fait qu'on soit en déficit extérieur, c'est parce qu'on consomme trop, donc on n'épargne pas assez. Donc, pour répondre à votre question, 1, l'épargne ne dort pas, 2, on n'épargne pas assez, et 3, effectivement, elle est en partie mal utilisée parce qu'elle est détournée par la dette publique. Est-ce que la réforme de l'ISF et de la flat tax peut avoir un impact important sur l'économie? J'en sais rien, je crois que ce n'est pas un enjeu. L'ISF, on s'en est débarrassé, bon, mais on est incapable de prouver quelle a été la conséquence. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il y a 1000 personnes qui sont rentrées. Ouais, vous pouvez applaudir. C'est encore de voir en vrai, non pas à la radio.